Gomis, élève en classe de terminale, je vais vous lire une citation sur la liberté. C'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui demandent plus qu'ils ne répondent. De ces mots qui ont fait tous les métiers et desquels la mémoire est barbouillée de théologie, de métaphysique, de morale et de politique. Mots très bons pour la controverse, la dialectique, l'éloquence, aussi propre aux analyses illusoires et aux subtilités infinies aux fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. Paul Valéry, Fluctuation sur la liberté. Merci beaucoup à toute l'équipe de Admiral TV. Je m'appelle Momodou Sanusiba. Aujourd'hui, je me propose de faire un petit cours sur la liberté. La définition de Paul Valéry qui nous a été lue par mademoiselle Félicité Gomis, que je remercie au passage, nous permet de comprendre une seule chose d'abord. C'est qu'il est impossible de dire avec exactitude qu'est-ce que c'est que la liberté. J'ai envie de dire, comme il est impossible de donner à la philosophie une définition canonique, il est en même temps impossible de donner à la liberté une définition universelle et définitive. Le philosophe français Paul Valéry nous dit que la liberté est un mot qui a fait tous les métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut parler de liberté dans une salle de philosophie, on peut parler de liberté dans un bar, on peut parler de liberté dans un lieu de culte, on peut parler de liberté dans un garage, on peut parler de liberté dans un plateau de télévision, on peut parler de liberté dans la rue. Et nous allons d'abord essayer de voir avec les élèves quelle est la signification étymologique, c'est-à-dire la racine du mot. Lorsqu'on dit libertas, pour parler français, dire liberté, cela signifie de façon étymologique que ça consiste à faire ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut, où on le veut, et avec qui on le veut, et comment on le veut. Cette définition première de la liberté est une définition qui nous montre que notre volonté ne doit pas rencontrer aucun obstacle intérieur ou extérieur dans le déploiement de l'homme dans l'existence. Mais évidemment, il faut dire tout de suite aux élèves et à ceux qui nous écoutent que cette définition étymologique de la liberté est une définition qui est utopique. C'est une définition qui est utopique. Ça veut dire que c'est une définition qui, autrement qu'en théorie, est impossible. C'est une définition irréalisable. Pour une raison très simple. Quand chacun fait ce qu'il veut, personne ne peut faire ce qu'il veut parce qu'il y a des forts et des faibles dans la société. Maintenant, nous nous proposons d'explorer avec vous ce que j'appelle les 4 face-to-face de la liberté. La liberté en face de 4 autres concepts. D'abord, la liberté est la loi. La loi peut être définie comme un précepte coercitif qui fixe le permis et l'interdit dans un noyau de sens et qui est assorti de sanctions. Un noyau de sens, c'est là où les hommes se rencontrent pour faire quelque chose et où forcément il y a des lois. L'école est un noyau de sens, la maison est un noyau de sens, l'hôpital est un noyau de sens, même le bus dans lequel nous voyageons est un noyau de sens, parce que dans chacun de ces structures, de ces espaces, il y a un minimum de liberté, de loi, je vous l'ai dit. Chers élèves, voilà ce qu'il faut tenir dans la relation entre la liberté et la loi. C'est une relation dialectique et complexe. D'abord, nous pouvons remarquer que la loi garantit la liberté.
La loi garantit la liberté parce que s'il n'y a pas de loi dans un espace, nous tombons dans ce que Platon appelle la tyrannie. S'il n'y a pas de loi, la société devient ce que les Anglais appellent un no man's land, c'est-à-dire une terre où chacun peut faire ce qu'il veut. La première condition de la loi, c'est de garantir la liberté, ne serait-ce que pour assurer aux citoyens ce mot très important qui est la sécurité. Imaginez aujourd'hui, là où nous sommes, on déclare qu'il n'y a plus de loi dans le monde, que les tribunaux ont été fermés, les polices ont été fermées, il n'y a plus de procureurs, il n'y a plus de magistrats, il n'y a plus de gendarmes. Nous allons tomber immédiatement dans ce qu'on appelle la loi de la jungle, la loi du plus fort. Nous allons retourner à l'état de nature dans la conception obésienne où ne règne que deux lois, la loi de la force et la loi de la ruse. Donc, la loi est le garant de la liberté. Deuxièmement, la loi restreint, ou si vous voulez, limite notre liberté. Parce que, comment il faut argumenter ça à l'intérieur d'une dissertation? La loi limite notre liberté parce que les gens qui constituent justement la société sont diverses. Nous n'avons pas une même éducation, nous n'avons pas les mêmes désirs, nous n'avons pas les mêmes sentiments, nous n'avons pas les mêmes passions. Et l'homme est fait de telle sorte qu'il aurait toujours voulu vivre comme il l'entend. Or, si chacun tente de vivre comme il l'entend, évidemment, il y aura des gens qui sont toujours privilégiés par rapport à d'autres. Donc, de ce point de vue, la loi sert à garantir au moins l'égalité entre les sexes. Et de ce point de vue, qu'est-ce que c'est qu'un homme libre quand il vit dans la société, quelle que soit la société? Dans la société, la liberté devient une adéquation. La liberté devient une conformité. Un citoyen libre, c'est quelqu'un qui se déploie dans l'espace social en ayant à tête l'observation et le respect de la réglementation. Je donne un exemple. Un élève qui vient à l'école, dans ce contexte, qui porte son masque, qui met du gel, en tout cas qui se lave les mains, qui porte son uniforme, il est libre d'entrer dans l'école parce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse entrer. Quand l'élève est en conformité, quand il respecte la loi, ni le procureur, ni le président de la République ne peut l'empêcher d'exercer sa liberté parce que tout justement, c'est un citoyen qui respecte la loi. Donc la loi nous donne la liberté, mais dans le sens de l'acceptation. Mais attention, il faut faire deux précisions. Quand il s'agit de lois civiles, comme notre constitution et d'autres lois que nous connaissons, même le règlement intérieur de l'école, ces lois sont d'abord des lois qui sont faites par des hommes, ce ne sont pas des lois divines ni naturelles. Mais ensuite, comme dit Rousseau, souvent, en tout cas en principe et dans le système démocratique, ces lois sont l'incarnation et l'émanation de ma propre volonté. Se soumettre aux lois qu'on s'est prescrites et liberté. Donc la liberté est une soumission, mais en réalité, je me soumets à moi-même. Deuxièmement, face to face, liberté, responsabilité. La liberté n'a de sens que par rapport à la responsabilité. Et quand nous parlons de liberté et de responsabilité, de ce point de vue-là, souvent les élèves ils pensent, et à raison, à Jean-Paul Sartre. Parce que c'est Jean-Paul Sartre qui a rendu inséparable, indissociable, un trio de concepts. Choix, liberté, responsabilité. De ce point de vue, quand quelqu'un réclame sa liberté, il doit en même temps réclamer sa responsabilité. Ici, la responsabilité signifie assumer les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme qui vont découler de ton acte de liberté. C'est pourquoi Sartre et beaucoup d'existentialisme athées comme lui diront que le regret, c'est de la lâcheté. Je n'ai pas le droit de regretter les conséquences de mes actes parce que quand je faisais un choix, il n'y avait plusieurs possibilités. J'ai choisi d'être professeur, alors quelles que soient les conditions, il faut que j'assume tout ce qui vient avec mon sort de professeur.
Peut-être que j'aurais choisi d'être caméraman, d'être politicien, d'être médecin ou d'être autre chose. Et ça te dit, l'homme n'est pas libre, il est condamné à être libre. Et notre responsabilité, même si nous ne sommes pas engagés dans ça, le simple fait d'être au courant d'un événement me fait déjà responsable. S'il y a une guerre, je suis aussi responsable que ceux ou celui qui ont déclaré la guerre. De ce point de vue, la liberté devient évidemment un choix, c'est-à-dire que l'homme n'est pas forcé, sa volonté a été en tout cas très importante dans le choix qu'il a fait. Troisièmement, le face-à-face entre la liberté et le fatalisme. Le fatalisme vient du mot fatum, qui va donner la fatalité. Et le fatalisme signifie tout simplement que l'homme n'est pas libre. De ce point de vue, la liberté devient une impossibilité. Pourquoi? Parce que tout a été écrit. Et de ce point de vue, la liberté devient apparentée avec un mot qu'on appelle la prédestination. La liberté relève de la prédestination. Tout a été écrit. Et souvent, j'aime bien partager avec mes élèves cette hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit: l'encre s'est asséchée et les plumes sont levées. L'encre s'est asséchée, ça veut dire que les plumes sont levées, il n'y a pas possibilité de changer quoi que ce soit dans notre vie. On retrouve ça aussi chez les stoïciens et même chez Spinoza, qui nous montre qu'un homme qui est libre, c'est un homme qui suit la nécessité. L'homme ne peut rien contre la nécessité, donc la liberté signifie accepter cette nécessité. Et en réalité, de ce point de vue, elle ne peut pas être une sorte de choix dicté par notre propre volonté. Et en ce moment, il est très problématique, chers élèves, de parler de la liberté. La liberté et le déterminisme. Dans le fatalisme, nous avons une conception plus ou moins religieuse, même si des philosophes se sont associés à ce fatalisme. Mais dans le déterminisme, la conception du monde est une conception beaucoup plus scientifique. Et je dis, là, dans le déterminisme, la liberté devient une conquête. L'homme arrache sa liberté. Il ne n'est pas libre, il devient libre. Mais comment devient-il libre? Il devient libre à une condition sine qua non, c'est-à-dire s'il connaît et maîtrise les lois de la nature. Que ce soit les lois extérieures, comme le climat, que ce soit les lois intérieures, comme dans sa propre biologie. De ce point de vue, nous pouvons avoir notre liberté grâce à une connaissance scientifique, grâce à une exploration de l'homme et de la nature qui nous permet justement de comprendre les lois de la nature. Et je peux donner deux exemples. De plus en plus, grâce à la connaissance scientifique, nous sommes en train aujourd'hui de vaincre ce qu'on appelle le déterminisme sexuel. Le déterminisme sexuel est vaincu parce que la science nous a permis de séparer la sexualité de la reproduction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin forcément de passer par la sexualité pour avoir des enfants. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la contraception, la sexualité ne débouche plus sur le fait d'avoir des enfants. Mais la science, elle a aussi séparé la reproduction de la filiation. Autant un homme pouvait faire de la sexualité sans avoir des enfants, autant aujourd'hui, par la magie de la science, quelqu'un peut avoir des enfants sans faire une sexualité directe, c'est-à-dire l'insémination artificielle. Prenons un autre exemple de déterminisme qui montre que la science, la connaissance en général nous libère, c'est le déterminisme climatique. Le déterminisme climatique, c'est qu'à un certain moment, il fait chaud ou il fait froid. Et pendant des années, les hommes étaient accroupis, recevaient et subissaient la chaleur et la fraîcheur sans vraiment pouvoir faire grand-chose. Aujourd'hui, on a montré un exemple pendant la guerre du désert, les Américains et le peuple de Saddam Hussein. Dans le désert, il faisait plus de 45 degrés. Dans une tente qui est installée au cœur du désert,
il faisait exactement le climat d'Amérique, c'est-à-dire qu'il faisait quelque chose comme 10 degrés ou 11 degrés, il faisait très froid. Or, ces gens-là étaient installés. Pourquoi? Dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils savent déjà qu'il y a des lois qui commandent la chaleur. Ils ont compris l'existence de ces lois, ils ont maîtrisé ces lois, et aujourd'hui, grâce aux climatiseurs, grâce au chauffage, grâce aux ventilateurs, nous pouvons à notre guise avoir froid ou avoir chaud. Donc la liberté, elle traverse tous ces trois mondes. Et je dois rappeler une chose aussi aux élèves portant sur la première chose. En réalité, comme dit l'autre, entre la loi et la liberté, contrairement à ce que pense l'homme du sens commun, c'est la liberté qui aliène et c'est la loi qui protège. Si aujourd'hui nous sommes là, vous êtes libre de vous déplacer avec votre matériel, moi je suis libre de faire mon four ici sans être agressé ou inquiété, c'est parce que dans la conscience de chacun des citoyens, il y a la loi qui est assortie de sanctions et que l'on sait que si on fait des actes qui ne sont pas légaux ou normaux, nous pouvons avoir maille avec la justice. Et ce qu'il faut retenir justement de cette leçon sur les 4 phases face to face de la liberté. Je vous remercie.